Bonjour à tous, donc je m'appelle Uwe, je suis patron d'une boîte qui s'appelle iHealth, qu'on a lancée en 2008, qui fait de la santé connectée. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on est en train d'évoluer à une rapidité tellement fulgurante qu'on n'arrive plus à voir ce qui va se passer dans le futur. 2015 était une année particulièrement importante. C'est la première année où le monde a réalisé que finalement, tout ce qui pouvait être connecté allait être connecté. Que ça soit une voiture, une chaise, un verre, une brosse à dents, si ça peut être connecté, ça va être connecté. Est-ce que quelqu'un ici a acheté un ordinateur dans les 2 dernières années? J'imagine, madame, que quand vous avez acheté votre ordi, vous avez demandé au vendeur, est-ce que mon ordinateur va avoir Internet? Non, c'est évident. Mais l'Internet est arrivé dans les ordinateurs qu'en 1998. Et aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs des gens. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 1998, quand l'Internet est arrivé, ça c'est la télévision française. Internet, le danger. Qu'est-ce qui va se passer? Et aujourd'hui, on est à peu près dans la même situation avec la santé connectée. Tout le monde dit, la santé connectée, le danger, qu'est-ce qui va se passer? C'est à peu près la même chose. Tout le monde est en train d'agiter le fantôme de la sécurité des données. On va vous voler vos données, ça va être un truc incroyable, on va prédire les maladies. Mais en fin de compte, c'est assez intéressant de délibérer sur ce sujet. Aujourd'hui, je pense qu'en France, notre santé, j'appelle ça l'état de révoluxure. On a tout ce qu'il faut. On a toutes les technologies qu'il faut pour faire la meilleure gestion de la santé. La France est le seul pays en Europe où les assurances n'ont pas le droit de savoir que vous êtes malade. Donc, elles ne peuvent pas vous offrir un service. En Allemagne, votre assurance vous dit « Ah, vous êtes diabétique, monsieur? Tenez, j'ai une solution pour vous, pour votre diabète. Ça vous coûte moins cher. Je deviens votre partenaire de gestion de maladie. » Et donc, ici en France, c'est plutôt une relation d'adversariat qu'on a avec la santé. Ah, j'ai besoin de nouvelles lunettes, j'en ai pas besoin, mais il faut que j'épuise mon forfait. C'est cette relation qu'on a aujourd'hui. On a tous les outils, mais on n'a pas encore commencé à s'en servir parce qu'on agite ce fantôme de la sécurité des données. Donc, en fait, je dis toujours, c'est pas la santé qui est malade, c'est pas le système qui est malade, c'est nous. 2015, première fois aussi dans l'histoire du monde que plus de gens sont morts d'obésité que de morts de faim. Comme extraordinaire. Donc, ça, c'est des trucs qu'on considère. Donc, c'est quoi un objet connecté, ou plutôt un dispositif médical connecté? Le fait est qu'aujourd'hui, notre industrie bouge trop rapidement. Je vais vous montrer quelques exemples. Le fait est que c'est aujourd'hui devenu trop facile de développer un nouveau produit. Moi, je viens de 20 ans de culture clinique, validation médicale, recherche clinique. Et aujourd'hui, n'importe quel crétin avec une bonne idée va la mettre sur Kickstarter ou sur Indiegogo, sur le crowdfunding. Donc, tous les 2 jours, on a un nouveau gadget qui sort, qui fait cric-crac-boum le matin. Et c'est en train un peu de gadgetiser cette industrie de la santé médicale dans les yeux du médecin. Un dispositif médical connecté est un dispositif qui est enregistré à l'ANSM, mais glucométres sont remboursés par la Sécu. Ils ne sont pas remboursés parce qu'ils sont connectés. Ils sont remboursés parce qu'ils sont cliniquement validés, protocole ISO 15197 et blablabla. Donc, contrairement à ce que pensent les gens, il y a 3 types de données de santé. Il n'y a pas 2 types. Il y a des données de bien-être, ça c'est toutes les conneries, le nombre de pas, le poids que les gens ils vont partager de toute façon sur Facebook. J'ai habité pendant assez longtemps dans un petit village en Angleterre qui s'appelait Sutton Courtenay, ça n'a rien à voir avec la présentation, mais Sutton Courtenay était célèbre pour une seule raison, c'est que George Orwell y était enterré. C'était la grande fierté du village. Tout le monde ne parlait que de George Orwell pendant les présentations, au pub le soir, j'allais beaucoup au pub. Et quand j'étais là, j'avais relu 1984 et tous les autres livres de George Orwell. Et on connaît tous le monde orwellien où tout le monde est fliqué, où tout va être surveillé. Orwell n'avait pas pu prédire qu'en fait, c'est nous qui achèterions les caméras et on s'inquiéterait si les gens ne regardent pas nos données. Aujourd'hui, les gens, ils partagent tout et n'importe quoi, inclus les données de bien-être. Donc, les données de bien-être, c'est des données un peu génériques qui ne servent généralement strictement à rien parce qu'elles sont toujours prises hors de contexte. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle les données de santé. Données de santé, c'est tout ce qui fait les gestions des pathologies chroniques, c'est l'hypertension, c'est le diabète. Et généralement, les patients qui souffrent de ces pathologies sont ravis de partager les données en échange de quelque chose. Est-ce que quelqu'un ici veut deviner en fait la valeur des données de son corps? Monsieur, vous pensez que vous valez combien? Toutes les données de votre corps. Vous avez un chiffre en tête? 1,67 $. C'est tout ce que ça vaut, estimé par Harvard University. Quand je sais que ce sont les données de M. Guillaume Brachet, mais aussitôt que vos données deviennent anonymes, elles deviennent sans prix.
parce qu'elles peuvent être utilisées pour faire de la recherche épidémiologique, de la recherche médicale, elles peuvent être utilisées pour sauver une vie. Les gens ne comprennent pas que les seules données qui sont utiles, ce sont des données qui sont anonymes. Mais ensuite, il y a un troisième type de données, ce qu'on appelle les données de maladie. Les données de maladie, c'est celles qui vous définissent dans les yeux des autres. C'est le sida, c'est le cancer, c'est les troubles psychiatriques. Et ça, il faut les protéger autrement que les données de bien-être et les données de santé, que de toute façon, les gens sont prêts à partager. Aujourd'hui, je suis le seul fabricant mondial qui est hébergeur de données de santé agréées, prix Blaise Pascal, blablabla. Ça fait très chic. Donc, je suis obligé de protéger toutes les données de la même manière. Mais d'ici 1 ou 2 ans, quand tout devient connecté, ça va générer une profusion de données tellement invraisemblable qu'il y aura une différenciation naturelle qui va se faire entre les données utiles, non utiles. Donc là, on est encore en train de faire du comptage de bûches. On n'utilise pas vraiment les données, on les met sur des serveurs, on les régurgite de manière un peu plus palatable. Mais d'ici 3-4 ans, quand on commencera à faire des croisements socio-économiques, sociologiques avec les données, consommation de fromage en Ardèche, la tension artérielle, etc., là, on va commencer à faire des trucs vraiment intéressants. Donc c'est tous des données aujourd'hui qui appartiennent aux patients. La seule personne, même si c'est une donnée de bien-être, santé ou de maladie, la seule personne qui peut choisir de partager les données, c'est le patient. Aux États-Unis, on est en train d'avoir un nouveau mouvement qui apparaît qui s'appelle Data for Good. Parce qu'on a un problème sémantique en France. Excusez-moi, je ne m'acharne pas contre la France, parce que j'aime la France beaucoup plus que la grande majorité des Français. Mais on a un problème sémantique de comment est-ce qu'on demande les questions en France. Guillaume, êtes-vous inquiet que je prenne vos données et que je les vende à une assurance pour vous faire payer plus cher? Ben oui, évidemment. Tout le monde répond oui. Et ça, c'est le type de question. Mais si je vous demande, Guillaume, acceptez-vous de partager vos données anonymes de tension artérielle avec la Fondation du Cœur pour faire de la recherche épidémiologique? Ben oui, évidemment. Donc on a ce problème de sémantique où on demande la question négative pour attendre la réponse négative. Mais le data for good, où la personne choisit de partager ses données pour le bien commun, est en train d'arriver. Ça va nous prendre encore 1 ou 2 ans pour que ça vraiment commence. Et ça va être un outil absolument fabuleux pour le développement de la recherche médicale dans le futur. Donc, où est-ce que vont les données? J'imagine que la grande majorité des gens, aujourd'hui, ils ont un compte Facebook. Est-ce que quelqu'un ici n'a pas de compte Facebook? Donc, si vous avez un compte Facebook, vos données sont au Canada et en Irlande. Quelqu'un a un compte Twitter? Ben, les données sont aux États-Unis. Compte WeChat, les données sont en Chine. Donc, les données, en fait, par définition, sont apatrides. Elles n'ont aucune valeur, elles vont être partagées. Nous serons généralement définis, je pense, dans les quelques prochaines générations, comme la génération qui a abandonné son droit à la vie privée. Comme les années 70 définissaient le Vietnam, ensuite il y avait le disco, encore la miste, dans les années 80. Et ensuite, donc, nous, on serait définis comme la génération qui a totalement abandonné son droit à la privée. On veut partager les données et on s'inquiète si les gens ne les regardent pas. Donc, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de bâtir ces données, mais on ne les utilise pas vraiment. On sait que toutes les réponses sont dans le cloud, mais aujourd'hui, à nouveau, on fait les mauvaises équations. On n'utilise que les données binaires pour faire des croisements binaires. J'ai fait une étude très intéressante sur le cancer du sein, où on a pris 18 000 dossiers de femmes atteintes de cancer du sein, c'était les dossiers morts, que pour faire de la recherche épidémiologique. Et on a découvert, par exemple, il est facile de démontrer sur le cloud que fumer la cigarette, c'est super bon pour le cancer du sein. Ça, statistiquement, c'est noir et blanc. Hein. Vous fumez des cigarettes, il y a moins de cancer du sein. Mais c'est ça le problème avec le cloud, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait que des croisements directs entre les données. On ne se pose pas les questions. Est-ce que c'est parce que les femmes qui fument n'ont pas d'enfants et est-ce que c'est parce qu'elles ont moins d'enfants qu'elles ont moins de cancer du sein? C'est ça la puissance du cloud, c'est que ça va nous permettre d'ouvrir des nouvelles portes de recherche. Mais on peut peut-être seulement prendre des données binaires et les croiser. Il faut réfléchir parce que si on regarde les données toutes seules, on peut démontrer ce qu'on veut en utilisant le big data. Mais le futur du big data, ça va être de vraiment introduire de l'intelligence artificielle, de l'émotion dans ces données. Donc, le futur presque immédiat, il y a des trucs absolument extraordinaires qui sont en train de se passer. Big data, et on vient d'en parler, ADN, c'est DNA, ouais, c'est bien correct? ADN. Nanotechnology, l'intelligence artificielle, imprimer les organes en 3D, la robotique et la thérapie par cellules souches. Donc tout ça, c'est en train d'arriver. D'ici quelques années, on va éliminer la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu un enfant l'année dernière? Quelqu'un a eu... Félicitations, monsieur. Donc, votre enfant a une chance sur 1,66% de chance de devenir centenaire. Une chance sur 3 de devenir trentenaire.
Quelqu'un veut deviner combien il y a de centenaires sur la planète aujourd'hui? C'est un chiffre absolument incroyable. 450 000 centenaires sur la planète. Ça paraît énorme. Mais en 2030, dans 15 ans, on aura 30 millions de centenaires. Et aujourd'hui, les gens, ils ne veulent pas vivre jusqu'à 100 ans. Ils veulent vivre jusqu'à 100 ans, capital V, souligner, être en bonne santé et prendre soin de ces personnes. On va avoir des nouvelles pathologies qui vont se déclarer. Donc, statistiquement, ce que je dis, une personne sur 3 va atteindre l'âge de 100 ans à partir de maintenant. Ceci est le progrès humain sur les 10 000 dernières années. Aujourd'hui, on est littéralement ici au coude de la technologie pour plusieurs raisons. On a la courbe de croissance de longévité humaine. Il y a 100 ans, on a l'âge moyen de 50 ans. Aujourd'hui, on est presque à l'âge moyen de 88 ans. Et donc tout ça, c'est en train à cause de ces technologies. En l'an 0, il y a 2000 ans, quand Jésus est né, il y avait 200 millions de personnes sur la planète. Ça a pris jusqu'à 1000 ans, 1790 pour arriver à 1 milliard. Okay? Quand moi je suis né en 1965, il y avait 3,5 milliards de personnes. Dans ma vie de 50 ans, on a doublé le nombre de personnes à 7,4 milliards de personnes sur la tête. Ceci est le premier ordinateur. IBM 1967, la NASA a utilisé 2 de ses ordinateurs pour envoyer les hommes sur la Lune, en théorie, selon les oui-dire. Le Cray Supercomputer, le premier vraiment gros ordinateur, supercomputer, je ne sais pas comment ça se traduit en français, a été créé en 1974. Un iPhone 6 est 1000 fois plus puissant qu'un Cray Supercomputer de 1974. Donc, vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, il y a 7,4 milliards de personnes sur la planète qui ont accès à une puissance computationnelle qui est 1000 fois supérieure à celle d'un Cray Supercomputer de 1974. Donc là, littéralement, dans 5 ans, on ne reconnaîtrait pas la santé qu'on a aujourd'hui. L'ADN, donc l'ADN, il y a une belle poésie dans l'ADN. L'ADN, c'est le livret d'instructions pour écrire la vie. Là, on a finalement, pour la première fois, on a déchiffré l'ADN. On a déchiffré l'alphabet de l'ADN. Et là, on va commencer à écrire des bouquins avec cet alphabet. Si vous imaginez que toute la littérature qu'on connaît est une combinaison de lettres, de 26 lettres, que ce soit du Molière, du Bossuet, quel que soit, c'est 26 lettres. Avec l'ADN, ça va nous donner une créativité absolument extraordinaire. On va pouvoir, d'ici quelques années, choisir la couleur des yeux de ses enfants, des cheveux, on voulait un garçon, une fille, tout ça, c'est en train d'arriver. C'était de la science-fiction il y a quelques années, mais c'est aujourd'hui une presque réalité. On fait déjà des tests sur les animaux, la prochaine étape est inévitable et inéluctible. William Harvey a découvert la circulation sanguine en 1616. Donc c'était un grand événement. Avant ça, il pensait que les artères étaient remplies d'air, de force vitale. Il ne pouvait pas prédire que d'ici quelques années, on va injecter vos artères avec des nanorobots qui vont se nourrir de plaques et de cholestérol. On va rotorouter vos artères comme une vulgaire toilette. Et donc, l'hypertension, c'est déjà presque fini. C'est une maladie, d'ici 15 ans, ça n'existera plus. On va la remplacer avec des solutions mécaniques qui vont la guérir. J'ai vu un programme absolument extraordinaire en Israël où ils sont en train d'imprimer un pancréas à partir de cellules souches. En Russie, ils font un cœur à partir de cellules souches. On prend les cellules souches et on les imprime seulement. On sera capable de remplacer n'importe quelle partie de votre corps d'ici une quinzaine d'années. Et la perception de ça, ça a changé. Est-ce que, j'imagine que vous êtes trop jeune, vous ne vous rappelez plus. Blade Runner, ça dit quelque chose à quelqu'un? Harrison Ford? C'était crade, on allait, il y avait une station-service en l'espace. Il y avait un petit Chinois avec un bocal rempli d'yeux et on remplaçait un œil. C'était crade et sale et sordide. La santé de demain, elle est blanche et virginale, transparente, en tant que perception de tout le monde. La robotique. Vous savez très bien qu'au Japon, ils sont en train de faire des progrès extraordinaires de la robotique. Des aides-soignants qui vont remplacer l'infirmière, ou aider certainement l'infirmière. Moi, j'attends évidemment la prochaine évolution qui ne saurait tarder d'ici quelques années. C'est arrivé. Excusez-moi, c'est une blague un peu vulgaire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que d'ici quelques années, on sera capable de remplacer n'importe quelle partie de votre corps. Vous coupez la jambe, il va être presque impossible de mourir d'une mort naturelle. Le seul moyen, ça va être, vous tombez d'un balcon, vous faites écraser par un bus, et même là, avec les voitures électriques, autoconduites, ça va devenir presque impossible. Donc, littéralement, on sera capable de complètement remplacer le cœur. Je parlais plutôt en imprime, à partir de cellules souches.
Aujourd'hui, en imprimerie 3D, on peut imprimer à partir de n'importe quel matériau qui peut être fondu. Et le seul matériau, physiquement, qui ne peut pas être fondu aujourd'hui, c'est du bois. Donc, on peut imprimer à partir de n'importe quel matériau, de l'or, du platine, des cellules souches. Mais il y a un autre truc qu'on ne peut pas imprimer, c'est l'intelligence. Je reviens toujours au fait qu'on va avoir de plus en plus de personnes avec de plus en plus de maladies dégénératives. La recherche dans les maladies dégénératives va devenir primordiale dans les 20 prochaines années. On sera tous centenaires, ou quasiment tous centenaires. Donc c'est évident que si on croise le fait qu'en 100 ans, on a doublé l'espérance de vie, et qu'aujourd'hui, on est ça sur la courbe de technologie, et qu'en même temps, on a 7,4 milliards de personnes qui ont la puissance computationnelle de 1000 Cray supercomputers, il est évident que l'homme de 150 ans est déjà né. Statistiquement, ça c'est une certaineté absolue. On parle beaucoup aujourd'hui de l'homme de 1000 ans. On n'est pas encore là à l'homme de 1000 ans, mais d'ici, aujourd'hui ça paraît encore invraisemblable, mais d'ici quelques années, c'est une presque réalité. Je ne pense pas qu'on va avoir d'autres problèmes. La planète Terre elle-même, elle a 4,7 milliards d'années. C'est énorme. L'homme est apparu il y a 10 000 ans. C'est presque impossible en fait d'imaginer ce que c'est que 4,7 milliards d'années. Mais si vous dites que 4,7 milliards d'années, c'est à peu près 47 ans, donc ça veut dire que l'homme est apparu il y a 10 minutes. La révolution industrielle de 1840 est apparue il y a moins de 30 secondes. Dans ces 30 secondes, on a déjà détruit 50% de toutes les ressources naturelles de la planète Terre, les forêts, etc. Donc la planète aujourd'hui, elle est faite pour à peu près 12 milliards de personnes en écosystème. Et il va peut-être arriver un moment où vous devrez, ou vos enfants devront se demander, est-ce qu'on doit mettre un âge où on éteint les gens? Parce que si tout le monde, si on est, ou quand on bien sûr aille sur la planète Mars ou d'autres trucs, mais ça je ne sais pas encore imaginer. Donc, moi je ne dis pas que la santé connectée c'est pour tout le monde, mais c'est pour chaque personne. Ça vous permet une santé individualisée, ça permet un meilleur suivi des patients. Elle est, à nouveau très cucu, très américain, elle est exclusivement pour tout le monde. Elle permet vraiment aux gens de vraiment comprendre les données de leur corps. C'est la première vraie définition de la télémédecine. Télémédecine, c'est le seul mot que je connaisse qui vient de deux étymologies différentes. Télé, voyage grec, et médecine, médici du latin, et faire voyager les données plutôt que de faire voyager le patient. C'est la première fois qu'aujourd'hui, c'est vraiment possible, parce que c'est à la disposition de tout le monde, parce qu'aujourd'hui, mon industrie est en train de basculer de l'ère du wearable. Le wearable, c'est l'instrument que vous choisissez d'acheter et d'utiliser. On est en train de basculer du wearable au forgettable, à l'oubliable, à des technologies que vous allez porter, vous ne serez même pas conscient que ces technologies existent et qu'elles sont en train de vous monitorer. Et ça, c'est vraiment de la télémédecine qui est en train d'arriver. On a bien sûr des problèmes en santé connectée. On a bien sûr l'abordabilité et l'ubiquité. Le fait est qu'aujourd'hui, la santé connectée, c'est pour les riches. Il ne faut pas se leurrer. La santé connectée, c'est les US, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est l'Italie. Donc, ça n'a pas encore atteint les pays qui en ont le plus besoin, qui sont les déserts médicaux par définition, qui sont l'Afrique, l'Amérique du Sud, et aussi où il y a des niveaux de pathologie beaucoup plus élevés qu'en Europe, pour des raisons d'éducation. Ubiquité, ça veut dire, c'est pas accessible à tout le monde pour des raisons. On a aussi ce problème que les vieux, ils ne se servent pas encore de smartphone. Est-ce que quelqu'un ici n'a pas de smartphone? Est-ce que quelqu'un a encore un téléphone non connecté? C'est extraordinaire. C'est la première fois. Même toi, tu as un téléphone? J'adore. Excuse-moi. Mais le problème, c'est que les personnes âgées, ils ont peur encore de cette technologie, parce que c'est encore un truc, oh là là, c'est quoi ce truc, il faut connecter. Et les premières générations étaient relativement compliquées à mettre en œuvre. Mais ça, maintenant, c'est en train de rentrer dans les mœurs. Aux États-Unis, je suis littéralement au niveau où les gens ils disent, évidemment, je veux une connexion sur mon tensiomètre. Pourquoi tu achèterais un produit non connecté quand il peut être connecté? Ça me permet de partager les données. Et toute la beauté de la phrase est là. Ça me permet à moi de choisir de partager les données avec mon médecin, avec ma famille, avec mon infirmière. Et l'autre gros problème, c'est qu'on a trop de systèmes différents. Aujourd'hui, on a iOS, Apple, marche fabuleusement bien. Bon, moi, j'aime beaucoup Apple. Mais je suis aussi, bien sûr, compatible avec Android. Je sais, c'est triste, je suis même compatible avec Windows. Mais le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui 399 fabricants de téléphones Android.
avec 3997 modèles différents, il est impossible d'être compatible avec tous les téléphones. Il y a des mises à jour. Le fait que vous soyez compatible avec Sony ne veut pas dire que vous allez être compatible avec Samsung. Chaque téléphone a son propre API, il faut réécrire. Aujourd'hui, moi, je ne suis compatible qu'avec 1600 téléphones sur les 3997 disponibles sur le marché. Donc, mais, je sais, j'adore cet effet. C'est Marcel Proust. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à regarder les choses avec de nouveaux yeux. Aujourd'hui, la santé connectée nous permet vraiment de regarder les données avec de nouveaux yeux, et c'est en train de tout changer. Le gros problème ici, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a 1,3 million d'apps sur l'Apple Store, 1,2 million sur Android. Il n'y a plus de business model pour les apps. Si quelqu'un veut commencer une start-up pour faire une app magique qui va être un remède pour le cancer, etc., ça ne marche pas. Il n'y a plus de modèle économique. Il faut que ça soit attaché à un produit ou à quelque chose, à un médicament. Donc, le gros problème, c'est qu'en Afrique, en Amérique du Sud, c'est ça un téléphone. Ce n'est pas le smartphone de tous les jours. Donc, ça c'est la prochaine génération, elle n'est pas encore arrivée là. Donc, ça, c'est un problème qu'on est en train d'adresser maintenant. On développe des nouvelles solutions avec des cartes SIM, etc., pour réduire le coût dans les pays émergents. Et le gros problème, c'est ça. C'est ce connard qui va toujours sur Kickstarter, sur Indiegogo. C'est moi, en fait, je suis le pire coupable. Non, mais le problème, c'est qu'à nouveau, moi, je viens de 20 ans de culture clinique. Je sais ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais le problème, c'est que cette gadgetisation de la santé, aujourd'hui, la perception de la santé connectée dans les jeunes startups, c'est ça. C'est cool! Je vais me mettre, oh, ça va être fabuleux, on va avoir des nanas, putain, on va se faire du fric, ça va être merveilleux, etc. C'est ça la perception de la santé connectée. Mais la santé connectée est une réalité aujourd'hui. C'est encore un acte médical. Je n'ai jamais considéré que la connexion était une invention. J'étais fabricant d'instruments médicaux, la connexion est arrivée, j'ai rajouté la connexion. C'était une évolution naturelle du milieu médical. Mais, comme je vous dis, c'est devenu beaucoup trop facile de développer un nouveau produit. Et comme le disait à nouveau Guillaume Apollinaire, il est grand temps de rallumer les étoiles. Il faut vraiment qu'on arrive à faire la différence entre ce que c'est qu'un objet connecté et un dispositif médical connecté, si on veut survivre. Je suis privilégié de travailler avec énormément de jeunes, de start-up, de développeurs, et c'est vous qui êtes vraiment en train de former le futur de la santé demain. Mais il vous faut mettre des règles, il faut savoir à quoi s'attendre. Il faut non seulement avoir l'idée. Avoir l'idée, c'est facile. N'importe qui peut avoir une idée. Mais ensuite, savoir qui va la vendre, comment est-ce que vous allez la distribuer, etc. C'est ça, en fait, la santé connectée. C'est pas seulement l'idée d'avoir une idée et se dire « Ah putain, je vais me faire des tonnes de fric ». Donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur la santé connectée, mais je suis ravi de répondre à des questions.